s'il y a bien quelque chose que j'ai appris durant toutes ces années, c'est à ne pas négliger le contexte, c'est à ne pas surestimer ce qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment le mariage, l'équilibre entre ces deux éléments qui pour moi me permet de continuer, d'aller de l'avant, tout en me disant que, somme toute, on n'est pas à l'abri, hein, soit de bonnes surprises, soit d'événements un petit peu plus difficiles, mais ça fait partie de la beauté du parcours. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Yves-Alexandre Talman. Bonjour. Bonjour. Yves-Alexandre, tu es auteur, formateur, psychologue. Tu as commencé tes études par un doctorat en sciences naturelles où tu as étudié la physique des particules, puis tu t'es intéressé à la psychologie humaine en faisant des études à Fribourg et à Montréal. Actuellement, tu vis en Suisse, tu es professeur en psychologie à l'université, tu es aussi formateur pour adultes, tu as écrit plus de 50 livres, tu es conférencier et tu fais aussi des consultations en individuel. Nous, on s'est rencontrés en 2012 au Festi-Bonheur qui est organisé par Corinne Cosseron, un rassemblement national annuel des rigologues, où tu animes des conférences avec Frédéric Cosseron sur les dernières recherches scientifiques qu'il y a dans l'année. Ça tourne principalement autour des neurosciences, la psychologie positive et puis toutes les recherches qui peuvent être intéressantes pour les rigologues. Je te remercie infiniment pour nourrir ma curiosité et mes connaissances pour me permettre de mettre à jour chaque année sur tout ce qui existe à travers le monde, parce qu'on a tendance à être un peu focus sur notre petit quotidien et ce moment permet de nous ouvrir. Et à chaque fois que je pense à toi, j'ai en mémoire un souvenir particulier d'un pique-nique un peu irréaliste. On était tranquillement sur la plage avec ta femme et toi. On discutait en mangeant et on est parti dans des discussions philosophiques autour du sens de la vie, la psychologie humaine. Et j'ai trouvé ça tellement enrichissant, j'ai adoré ce moment-là. Et du coup, à chaque fois que je pense à toi, c'est ce moment qui me vient en souvenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview. Avec plaisir. Yves-Alexandre, j'ai présenté ce que tu fais actuellement, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ben, c'est toujours la question un petit peu plus difficile, puisqu'on se décrit à travers nos caractéristiques, ce que l'on a fait, son activité professionnelle, son état marital. Euh, Autrement, que dire de plus que ce que je suis? Donc, pour moi, ce que tu as présenté me permet quand même d'avoir suffisamment, on va dire, d'informations. Après, la question devient étrangement et profondément philosophique, ce qui fait que j'aurais du mal à aller plus loin. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a intéressé, ce qui t'a emmené à t'intéresser à la psychologie humaine? Oui, dans ce sens-là, tu as mentionné que j'avais commencé par faire des études de sciences naturelles. En fait, c'est pas tellement différent. Souvent, les gens sont surpris en disant oui, mais la physique, la psychologie, c'est vraiment deux mondes différents. Mais pour moi, ça ne l'est pas. En fait, l'objet d'étude, on va dire, est différent. Dans la physique, c'est la matière ou l'énergie au sens de ce qu'on peut mesurer. Et dans la psychologie, ce sont les êtres humains, ce sont les gens, le fonctionnement des gens. Donc le fonctionnement des atomes, le fonctionnement des gens, pour moi, c'est la curiosité qui m'anime. Et en fait, le passage s'est fait principalement, enfin le passage de la physique à la psychologie, c'est principalement fait par rapport à un choix de métier, parce que le physicien, maintenant, il travaille essentiellement derrière un écran, peut-être comme le psychologue en temps de confinement, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça m'intéressait davantage d'être au contact de personnes que d'être dans des laboratoires à donner des informations, à traiter à des ordinateurs. Okay. Yves-Alexandre, dans ta vie, tu as déjà eu énormément d'expériences. Quelles sont tes trois grandes fiertés?
Alors, ça c'est aussi une question qui me donne du fil à retordre parce que je ne suis pas sûr de pouvoir parler de grande fierté. Moi, je dirais plutôt des petites fiertés, mais plus nombreuses que les grandes fiertés. Et là, je m'inscris vraiment dans le courant de la psychologie positive qui nous dit que la satisfaction, le bonheur, ça n'a pas grand-chose à voir avec des grands événements, hein, avec des joies intenses, mais ça a à voir avec des petits moments, des petites capsules hein, de satisfaction qu'on peut aligner les unes après les autres. Alors, fierté, je vais dire satisfaction. C'est sûr que lorsqu'on écrit des textes, de les voir publiés, c'est une satisfaction. C'est sûr aussi que lorsqu'on cherche à vivre en couple, d'avoir une partenaire qui nous accueille, qui veut partager ce projet avec nous, c'est de la satisfaction. C'est sûr aussi que lorsqu'on vise à créer une cellule familiale, de pouvoir accueillir un enfant, je suis papa d'un jeune homme maintenant, c'est aussi une satisfaction. Je dois dire que c'est plutôt de ce côté-là, hein, mais fierté voudrait dire que j'y ai mis beaucoup de moi-même, alors que je crois plutôt que c'est, pour prendre une grande expression, un cadeau de la vie. Hein. J'ai l'impression que c'est sûr qu'il y a quelques efforts à faire, mais si on n'a pas les conditions initiales, c'est difficile. Et dans ce sens-là, je mettrais plutôt le terme de satisfaction que celui de fierté, qui me semble un petit peu plus égocentré quand même. Merci. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que tu pouvais avoir une satisfaction supplémentaire parce que les efforts que tu as fournis pour traverser ça ont été plus grands? Oui, oui et non. À nouveau, hein, comme tout le monde, hein, j'ai traversé des épreuves, hein, qu'elles soient privées ou qu'elles soient professionnelles. Et j'ai quand même l'impression qu'un des facteurs qui intervient dans, on va dire, la réussite, de nouveau entre guillemets avec ce mot-là, euh, c'est la chance. Je sais bien que c'est un terme que dans certains milieux de développement personnel, on n'aime pas trop manier, mais moi vraiment, c'est celui que je préfère. À savoir, je ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout dans cet univers. Et donc, il y a des circonstances qui nous aident ou des circonstances qui ne nous aident pas. Alors, certains vont invoquer d'autres entités, peut-être supérieures. C'est l'univers, hein, c'est Dieu pour ceux qui y croient, ou que sais-je. Hein. Pour moi, ça me va bien. Ça me va bien le hasard. Je trouve que c'est dans le hasard que s'inscrit notre liberté ultime, parce que tout le reste hein, amène justement à se lier, voire à devenir dépendant de concepts, alors que le hasard nous dit qu'on ne maîtrise pas tout, que certaines circonstances peuvent arriver, elles ne sont pas prévisibles, et après il va falloir s'y adapter, plus ou moins. Alors c'est là où les efforts peuvent intervenir. Qu'est-ce qu'on fait du moment où les conditions sont là? Est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on continue? Parfois, continuer, ce n'est pas forcément ce qui est préférable. Parfois, il faut lâcher prise, il faut abandonner une idée ou un projet. Parfois, au contraire, ça vaut la peine de persévérer, hein, de se battre, si on prend un vocabulaire martial. Donc, à nouveau, un effort, mais dans des contextes particuliers. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris durant toutes ces années, c'est à ne pas négliger le contexte, c'est à ne pas surestimer ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment le mariage, l'équilibre entre ces deux éléments qui, pour moi, me permet, on va dire, de continuer, d'aller de l'avant tout en me disant que, somme toute, on n'est pas à l'abri, hein, soit de bonnes surprises, soit d'événements un petit peu plus difficiles, mais ça fait partie de la beauté du parcours. Tout à fait. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer tels qu'ils sont,
à la fois humainement imparfait et puis quelque part un peu divin en essence. Quand on plonge à l'intérieur de soi, on se rend compte que tout est parfait, tout est déjà là. C'est juste qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller toucher à ces ressources-là. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin d'amour-propre? Alors, il y a deux questions, hein, étant donné qu'il y a la première partie qui admet hein, qu'on a une partie, une étincelle divine, et puis il y a une deuxième question qui parle de l'amour propre. Alors, quant à moi, j'ai abandonné en fait l'image de l'être humain. Je me suis rendu compte que justement, hein, dans le développement personnel, on travaillait beaucoup avec ces images. Quant à moi, elles sont pas importantes. Et Mhm. donc, je laisse tomber tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les actes. Hein. Pour parler d'amour propre, c'est un terme que je n'utilise pas et qui, pour moi, ne signifie plus rien du tout, à vrai dire. S'aimer ou ne pas s'aimer, tout ça, c'est des mots. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actes. Autrement dit, est-ce qu'une personne qui s'aime, elle agit différemment d'une autre? Dans mon travail de psychologue, lorsque je reçois des personnes et qu'ils me racontent leurs états intérieurs, je les arrête assez vite pour leur demander en fait ce qu'on voit à l'extérieur. Euh, Par exemple, une personne qui me dit moi je n'ose pas ou j'arrive pas à m'affirmer. Alors, plutôt que d'entrer en introspection et puis de voir ce que la personne ressent, moi, je préfère me décentrer avec la personne et puis dire, supposez qu'un journaliste vous suive hein, dans une de vos journées pour faire un documentaire, une émission sur vous, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? C'est quoi une personne qui n'arrive pas à s'affirmer? Et souvent, on me dit, oui, mais j'ai peur ou je me sens mal. Je dis, oui, mais ça ne se voit pas à l'écran. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Que fait ou que ne fait pas la personne qui s'affirme ou qui ne s'affirme pas? Et je dois dire que c'est cette question qui m'accompagne. Donc, pour moi, s'aimer ou pas s'aimer, telle n'est pas vraiment la question, mais est-ce que je me comporte comme une personne de l'extérieur, s'entend, qui s'aime alors? C'est quoi, hein, s'aimer soi-même? Qu'est-ce qu'on voit? Une personne qui s'aime elle-même, on n'est pas dans la tête des gens, mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on verrait à l'image si on fait le documentaire sur les personnes qui s'aiment elles-mêmes? Et je pense on verrait des choses intéressantes au niveau de leurs actions. Notamment, elles choisissent des actions qui leur font du bien. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on les voit moins stressés, on les voit plus partager de temps avec je sais pas, leur famille, leurs amis, si c'est ça qu'elles aiment, ou plus travailler, si c'est ça qu'elles aiment. Mais je dirais qu'on les voit faire ce qu'elles font sans une tension ou un stress qui peut accompagner parfois les actions. Sans Euh, culpabilité aussi. oui, mais ça c'est difficile à voir hein, Mm. Non, mais c'est sur, ce qui est ressenti à l'intérieur, sur peut-être. la personne puisque c'est ressenti. Je sais bien que je suis un peu en porte-à-faux hein, quand on fait ça, quand je le dis comme ça, mais c'est aussi pour moi une ligne que maintenant je suis. C'est d'avoir de plus en plus d'abandonner la psychologie introspective, Mhm. d'entrer à l'intérieur de soi. Euh, j'ai beaucoup trop l'habitude de personnes qui viennent chercher de l'aide dans mon travail de psychologue et qui passent du temps à s'interroger sur elles-mêmes, mais rien ne change dans la réalité. Moi, Mm. ce qui m'intéresse, c'est que la personne qui sort du cabinet, si le journaliste la suit avec la caméra, on voit tout de suite quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé dans son comportement. Tant il est vrai et ça c'est la psychologie cognitive dont tu parlais en introduction, on sait maintenant que notre cerveau c'est un grand champion pour raconter plein d'histoires. Et donc on se raconte des histoires, on croit que nos motivations sont ce qu'elles sont, mais souvent, on est loin du compte. On ne se rend pas compte, et je reviens sur ce thème qui va nous accompagner durant cette interview, du contexte. Mm. On ne se rend pas compte à quel point le contexte est important. J'en donne un petit exemple. Hein. Moi, j'aime bien citer des études. Je ne crois pas que c'est ma parole. Ma parole, en fait, ne vaut rien de plus, rien de moins que celle de tout un chacun.
Par contre, j'aime bien me référer aux expériences scientifiques de psychologie. Donc là, je suis obligé de faire une première nuance. Bon, on est en 2021, mais je crois que c'est quand même bientôt en 2021, mais je crois que c'est pas mal de le rappeler. Quand je parle de psychologie, moi, je parle toujours de psychologie scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas des théories qu'une personne émet, fut-il une personne très, on va dire, au courant du fonctionnement de l'esprit, mais c'est vraiment des hypothèses qu'on va tester dans la réalité. On fait des expériences, on regarde ce que ça donne. Alors, je vous donne un exemple de cette expérience-là. Ça a été réalisé il y a plus d'une dizaine d'années par Robert Cialdini, qui s'intéresse beaucoup à la manipulation mentale et à l'influence. Et ce chercheur se dit, ah, on va essayer d'inciter les gens à économiser de l'énergie. On est en Californie, à mon souvenir. Et puis, il se dit, comment on peut faire pour inciter les gens à économiser l'énergie? Bon, alors il demande d'abord à un premier panel de population, à votre avis, c'est quoi les motivations? C'est quoi vos motivations pour économiser l'énergie? Alors, ce qui ressort en première ligne, c'est la sauvegarde de l'environnement. Hein. C'est des thèmes très chauds à l'heure actuelle. Donc oui, on devrait, ou il est bien d'économiser l'énergie parce que ça préserve l'environnement. Après, il y avait une motivation sociale hein, pour préserver la société, hein, pour faire que tout le monde ait des ressources hein, dans cette société, sur cette planète, et que ce ne soit pas hein, les plus nantis qui puissent en bénéficier au détriment des autres. Il y avait bien sûr une motivation financière, ça coûte moins cher, et puis une incitation certainement la moins noble qui est on fait comme les autres, hein. Donc un petit peu la motivation mouton de panurge on pourrait dire. Donc on a 4 types de motivation et les personnes interrogées mettent en avant bien sûr la plus noble. Ah, moi, si j'économise l'énergie, c'est vraiment pour sauver l'environnement, la planète, hein, pour éviter le réchauffement climatique, etc. Deuxième partie de l'expérience, le chercheur imprime des tracts avec ces 4 types de motivation qu'on appelle des incitations et son équipe va les accrocher aux portes des foyers hein, dans la région. Mais évidemment, ce n'est pas le même message qui est donné. On imagine qu'il y a 4 messages différents. Donc, économiser l'énergie parce que vos voisins l'économisent, économiser l'énergie pour sauver la planète, économiser l'énergie pour faire des économies d'argent, etc. Et puis, quelques mois après, on va regarder les compteurs. On fait le relevé des compteurs et on regarde ce qui a le plus marché. Alors, bien sûr, ici, la surprise, c'est que ce n'est pas du tout l'incitation morale qui a marché. Autrement dit, les gens qui ont reçu l'indication économiser l'énergie parce que vous sauvez, enfin vous sauvegardez l'environnement, ce n'est pas ça qui a marché. Ce qui a marché, c'est faites comme vos voisins. Autrement dit, si je cite cette expérience, c'est parce qu'on croit que faire une introspection nous amène à avoir accès à nos motivations profondes. Et cette expérience, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui vont dans ce sens-là, montre que ce n'est absolument pas le cas. En gros, on croit que c'est ça, et quand on parle avec des amis, c'est ça qu'on va mettre en avant parce que c'est noble à nos yeux, mais ce n'est pas ça qui motive nos actions. Moi, je fais volontiers le lien avec ce qu'on vit dans la pandémie à l'heure actuelle. Est-ce que c'est vraiment de dire aux gens respectez les gestes barrières, 1, pour préserver votre santé, 2, pour préserver la santé des personnes à risque? Non, c'est 80 € d'amende si on ne met pas le masque. C'est parfois beaucoup plus simple. Et vous voyez, au lieu d'aller dans le psychisme de l'individu pour avoir accès à ce qu'il pense, alors que ce n'est pas forcément ce qui motive ses actes, moi je préfère regarder les actions et après travailler sur les actions. Comment t'en es venu à sortir de l'introspection pour venir plus regarder les actes? Bon, si je dis que c'est simplement l'efficacité des méthodes, c'est-à-dire que l'introspection,
c'est pas trop ce que ça amène. Oui. Non, je le dis autrement, et ça surprend assez hein, les personnes qui viennent me trouver comme psychologue, parce que si elles viennent, c'est qu'elles ont une difficulté, un problème. Hein. Donc, ah, j'ai un problème, j'arrive pas à, j'aimerais, ça ne va pas pour le changement, mon mari, mon enfant, mon employeur, mon collègue, etc. Puis une fois que le problème, en gros, est posé, je leur demande ce qu'elles attendent en fait de ce travail. Moi, je ne suis pas devin, donc on vient, enfin, je propose un service, donc je m'attends à ce que la personne me dise ce qu'elle attend de moi. Et puis, souvent les personnes me disent, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai ce problème, ou pourquoi je fonctionne comme ça, ou pourquoi mon mari continue à, ou mon enfant continue à. Et puis, je leur dis à ce moment-là, ah, vous aimeriez comprendre, mais est-ce que vous aimeriez que ça change? Puis là, on me regarde comme ça, bizarrement. Question bizarre. Pourquoi vous me posez cette question? Ben, pour savoir si vous aimeriez que ça change. Mais bien sûr, autrement je ne serais pas chez vous. Ah, donc ce que vous me dites, c'est que vous avez deux attentes. Vous aimeriez comprendre, vous aimeriez changer. Et maintenant, si vous devez en choisir une sur les deux, vous choisissez laquelle? Et là, de nouveau, mais pourquoi vous me posez cette question? Ben, et avec un léger cynisme, je dis, voyez, si vous voulez comprendre, moi je suis bien d'accord de faire ce travail avec vous parce que je vais gagner ma vie. Autrement dit, ça va faire des séances et des séances et des séances et des séances et des séances, et je suis de loin pas sûr que vous aurez compris quoi que ce soit à la fin, puisque justement, ce qu'on a mis en lumière, ce n'est pas forcément ce qui motive nos actes au final, quand bien même on aurait fait une psychanalyse pendant des années. Bon. D'un autre côté, on peut amener le changement de façon assez radicale et immédiate et de façon rapide. Et donc, les personnes, quand elles sont là, elles disent oui, mais en fait, je viens pour changer. Donc, je dis ok, on peut aller dans cette voie-là. Vous aimeriez changer sans forcément comprendre. Peut-être que vous comprendrez quelque chose, pourquoi pas. Mais ce que vous aimeriez, c'est changer. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Ok. Et là, on peut faire un travail qui est somme toute assez rapide. Hein. 1, 2, 3 coups de pouce, hein, de petites chiquenaudes, ça suffit déjà à amorcer le changement. Donc, c'est plutôt en termes d'efficacité, étant donné que les personnes qui viennent chez moi, à la fin de la séance, elles ouvrent le porte-monnaie. Il n'y a pas d'assurance quelconque qui prend en charge ça. Et donc, moi, je suis soucieux d'offrir, on va dire, une prestation pour laquelle le client en a pour son argent. Moi, les collègues qui prescrivent des rendez-vous à tire-larigot, on se revoit dans 2 semaines, on se revoit, ça me laisse toujours un questionnement. Chez moi, la personne qui vient à la fin de la séance, je dis, voilà, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous aimeriez revenir? Quand? Ah, c'est pas vous qui fixez? Comment je pourrais savoir, moi, de mon côté, ce dont vous avez besoin? Donc, c'est plutôt par souci d'efficacité hein, ou l'introspection, quelque part. Ça peut faire du bien à la personne parce que, faut le dire, on aime bien parler de soi. Donc, aller chez un psy pour parler de soi pendant 1 heure entière, c'est gratifiant. Alors, je ne dis pas l'inverse. Mais quelque part, ce n'est pas dit que ça amène le changement souhaité. Et donc, les résultats hein, en termes de changement plaident plutôt en faveur des méthodes, on va dire, comportementales, davantage que les méthodes introspectives, que je ne veux pas dénigrer. Hein, elles apportent aussi quelque chose et souvent, elles vont de pair, c'est-à-dire qu'une personne qui est vraiment fracassée, d'abord de pouvoir poser hein, ce qu'elle vit et donc mettre des mots hein, sur tout ça et faire un peu d'introspection, ça va être nécessaire pour préparer le terrain pour après pouvoir aller dans l'action. Mais par contre, si on n'en reste qu'à la première partie, peut-être qu'on n'obtient pas ce qu'on aimerait, c'est-à-dire le changement. Merci de cet éclaircissement. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On est tous différents avec des besoins et des moyens différents d'y répondre, mais toi, qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi au quotidien? Ok, prendre soin de soi. Donc, la première chose, mais je pense qu'on y reviendra, c'est que j'en suis arrivé à l'idée qu'on est beaucoup plus semblable qu'on a tendance à le croire ou à penser hein, qu'on l'est. Ce qui fait que nos besoins sont somme toute relativement similaires d'une personne à l'autre. La façon d'y répondre, elle peut différer, mais
Mais somme toute, on est dans quelque chose de profondément humain. Mais quoi qu'il en soit, on y reviendra parce que c'est un thème important. Donc, la question était plus personnelle, hein, comment je fais pour prendre soin de moi. Alors, ça m'a pris quand même un petit moment pour arriver à cette question-là, ou plutôt à arriver à une réponse à cette question-là, dans les actes. Hein. Pour moi, c'est toujours les actes qui importent et pas trop le fait de penser que je me fais du bien. Et c'est dès que j'ai compris cette différence-là que ça a changé. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, je faisais des actions pour me faire du bien parce que je pensais qu'elles allaient me faire du bien, parce qu'elles sont bien, ces actions. Je me souviens, je pratiquais du yoga, ça faisait 3 ans que je pratiquais du yoga, et puis je vais le dire de façon un tout petit peu brutale, mais quand j'ai compris que durant ces cours, je m'emmerdais, voilà, je le dis comme ça, j'ai arrêté, et j'ai été m'inscrire à un cours de danse et j'ai eu un monstre fun. Et là, je me suis dit, waouh, faire une action parce qu'on aime la faire, c'est pas la même chose que faire une action parce qu'on croit qu'on doit la faire parce que ça nous fait du bien. Et si on regarde, à l'époque, c'était la religion hein, qui était très normative. Hein. Pour aller au paradis, pour sauver son âme, il faut aller à confesse, prier, faire la charité. Je ne sais pas trop quoi. Et maintenant, on a un peu moins hein, la religion qui nous dicte notre conduite, mais les personnes ont quelque part changé de système pour retrouver des injonctions. Et si on observe le développement personnel, je ne vais pas être tendre, c'est bourré d'injonctions. Même si ce n'est pas dit de cette façon-là, mais quelque part, il y a des modes. À l'heure actuelle, les modes, c'est la pleine conscience, la méditation, le yoga, c'est revenu à la mode, la psychologie positive, les cahiers de gratitude, tout ce genre de choses. La même chose avec l'alimentation. Hein. Il y a des choses qu'on devrait manger, même si elles sont infâmes au goût. Alors, de se dire, ben voilà, quelque part, m'apprécier, c'est quoi? C'est faire des choix qui me font du bien, pas parce que je crois que ça me fait du bien, mais parce que j'en ressens le bénéfice. Alors évidemment, ce n'est pas le plaidoyer pour un hédonisme à tout craint, donc à brûler la vie par les deux bouts. Hein. Carpe diem, carpe diem. Le carpe diem, on en paye le prix maintenant. À force de le cueillir le jour, eh ben, on a exploité des ressources d'une façon certainement exagérée. Et vous voyez, avec cette mode de vivre l'instant présent, le résultat, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de demain. Et on doit revenir en arrière par rapport à ça. Donc, c'est un petit peu là la question. Hein. S'apprécier, c'est faire des choix qui nous font du bien sur le moment et qui nous permettent aussi d'aller vers l'avenir. Donc, c'est tout l'équilibre qu'il y a à trouver entre je me fais plaisir dans l'alimentation hein, que je vais consommer, mais en même temps, si je prends que de l'alimentation plaisir pur, je risque de me faire des dégâts à mon organisme. Par contre, si je ne vais plus que dans une alimentation dite saine, je risque de perdre le plaisir de manger. Alors, on est là dans cet équilibre-là. Mais quoi qu'il en soit, de prendre de la distance par rapport au mode et aux injonctions, ça me semble une chose intéressante, puisque à ce moment-là, ben, on va découvrir que nos motivations, elles sont diverses et variées. Hein. Elles ne sont pas uniquement hein, dans le sens de ce qu'on nous préconise de suivre. Tout à fait. Ça me va très bien. Je suis tout à fait en accord aussi avec ce que je ressens de. Je suis passée par une phase où je me cherchais au niveau de l'alimentation. J'ai essayé le végétarisme, j'ai essayé plein de choses. Et ça passe par phase. C'est comme s'il y a besoin d'aller toucher un extrême pour revenir à un équilibre de non, mais en fait, juste, tu fais en fonction de ce que tu ressens aussi. Il y a prendre soin de soi dans des actions quotidiennes et puis accepter les extras. Voilà, pour juste laisser du fluide, quoi. Pas se poser trop de culpabilité non plus. Enfin, juste respirer. Je trouve ça très, très sain. Moins se poser de questions, hein. On y revient, moins d'introspection quelque part. Ouais, c'est ça.
Dis, Alexandre, pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a appris que tu aimerais léguer à ce monde? C'est de nouveau une question qui pourrait se déployer sur de multiples réponses. Ça fait un petit peu gourou, hein, cette histoire-là. Ah, je vais vous, vous partager mon plus grand secret. Alors, euh, il y a plusieurs choses, hein. La première, c'est que il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, hein. Au risque de me répéter, c'est vraiment la chose essentielle. Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font. Et je crois que ce qui importe par-dessus tout, c'est ce que les gens font, pas ce que les gens disent. Pour le dire autrement, j'ai écrit des ouvrages, hein, je prononce des conférences, et tout le monde n'apprécie pas forcément mon travail, ce qui est parfaitement légitime. Mais je dois dire que les critiques les plus vives, dans le sens irrespectueux du terme, ont toujours émané de personnes se réclamant du développement personnel. La critique dont j'ai le souvenir la plus virulente et la plus insultante par rapport à un livre que j'ai écrit provenait d'une personne qui se réclamait des 4 accords Toltec, dont le premier est que ta parole soit impeccable. Et donc c'est extraordinaire. Moi, si je relis les 4 accords Toltec, hein, la parole impeccable, c'est ne pas ouvrir la bouche pour dire des choses qui font du mal. Comment peut-on se réclamer de ce principe-là et puis insulter quelqu'un? Vous voyez, donc, dans ces milieux de développement personnel, de psychologie, on a des personnes qui croient qu'elles font un travail sur elles-mêmes, mais quand on suit avec la caméra et puis qu'on regarde ce que la personne poste sur Internet ou dit, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait compatible. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important, ce que les gens font plutôt que ce que les gens disent. Ça permet vraiment d'aller de l'avant. Je parlais du changement, hein. Alors, c'est maintenant vraiment, on va dire, le travail que je fais en priorité, c'est d'accompagner le changement. Et c'est même ma carte de visite, j'ai envie de dire, parce que on va dire, c'est un peu étonnant, hein, comme je le pratique, dans le sens où j'amène moins les gens à réfléchir aux raisons de leurs actes qu'aux conséquences de leurs actes, et on travaille sur les conséquences. J'ai écrit un ouvrage, du reste, qui a été publié cette année sur le changement, comment changer, hein, faire changer les autres sans les manipuler. Là aussi, dans le développement personnel, on entend, mais non, on ne peut pas changer les autres, il faut les accepter tels qu'ils sont. Mais fadaise que tout cela, bien sûr qu'on peut changer les gens, pas leur personnalité, mais vous voyez, moi, j'y crois pas tellement à la personnalité. Moi, je crois aux actes. Donc, les actes des gens, on peut les changer. La preuve, on vit une pandémie et en quelques semaines, on a vu que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes ont changé leur comportement et portent des masques maintenant. Si on ne peut pas faire changer les gens, vous voyez, ah non, mais c'est pas ça. Quand on dit on ne peut pas faire changer les gens, ça veut dire leur personnalité profonde. Oui, du moment où on croit à la personnalité profonde. Donc, pour moi, le secret, il se trouve dans les actes. Et vous voyez, si je reprends la question de tout à l'heure, de la mère de famille qui me dit, mais je ne comprends pas, je dis pourtant à mon enfant qu'il doit changer son comportement et il ne change pas. Pourquoi il se comporte comme ça? Je dis à mon mari que j'aimerais qu'il mette davantage aux tâches ménagères, je dis à mon collègue que, je dis à mon voisin que. Et puis, il suffit de se poser la bonne question. Et la bonne question, c'est quel avantage ou quel bénéfice a la personne à continuer à faire ce qu'elle fait. Puis dès qu'on a compris ça, ben, on enlève cet avantage. Et puis c'est tout fait. Ah, mon fils ado, il ne m'aide pas dans les tâches ménagères. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe quand il ne vous aide pas? Ben, je fais moi-même. Je dis, ben, c'est clair, si quelqu'un fait à votre place, vous n'avez pas à faire. Maintenant, vous laissez les tâches qu'il doit faire en suspens, puis vous verrez bien ce qui va se passer. Habituellement, ça change. Donc, c'est la question des incitations.
Alors, pour revenir à la question, le secret, hein, pour moi, c'est vraiment de mettre son attention sur ce que les gens font. Non pas ce que les gens disent, parce que évidemment, là, on peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas dit que ça va amener le changement qu'on aimerait. Donc, regardez ce que les gens font. Arrêtez de se poser la question de pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ont certainement des raisons, plus ou moins conscientes, plus ou moins bonnes, plus ou moins justifiées. Ce n'est pas à moi à juger. Mais regardons les conséquences des actions. Habituellement, ce que l'on fait, c'est dans un but précis. Si notre action permet d'atteindre le but, on continue à le faire. Alors, on peut utiliser des petites formules, hein. J'aime bien la formule sportive qui nous dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, hein, dans le sport. Mais en psychologie, hein, en ce qui nous concerne, on ne change jamais spontanément un comportement qui gagne. Tant que j'ai un bénéfice, je continue. Même si à long terme, je vais le payer très cher, pensez aux fumeurs et aux fumeuses. Hein, à court terme, je me fais un petit plaisir et encore, mais à long terme, je me détruis la santé. Mais peu importe, à court terme, le plaisir domine. Par contre, on sait que faire des campagnes de prévention contre le tabagisme, c'est beaucoup d'argent investi pour des résultats peu élevés. Par contre, vous augmentez le prix des cigarettes et puis directement, vous avez un pourcentage de fumeurs qui arrêtent. Alors bien sûr, après, on va dire que c'est socialement injuste, puisque c'est peut-être les plus démunis qui devront se priver. Mais pour dire, voilà, de croire que les gens sont, comment dire ça, suffisamment lucides pour prendre toutes les bonnes décisions qui vont dans le sens de leur bien-être, alors qu'ils n'ont justement pas accès, hein, à toutes ces motivations, ça nous amène à commettre certainement des erreurs dans les incitations, un petit peu comme l'expérience de Cialdini que je décrivais tout à l'heure. Par contre, de voir ce qui marche vraiment, et puis après d'utiliser ce qui marche pour aider les gens, hein, à aller dans le sens de leur changement, pour moi, ça me paraît être une voie tout à fait intéressante. Merci. Merci Alexandre pour ces partages d'expérience et puis ta vision de la psychologie humaine en général, d'aller plutôt dans l'action plutôt que de l'introspection à outrance. Il y a besoin de retrouver un équilibre, je pense, dans tout ça. Toi qui suis cette vidéo, merci de regarder. J'aimerais beaucoup lire dans les commentaires là-dessous, qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que ça vient te questionner? Où est-ce que ça vient te chercher? Peut-être que tu n'es pas tout à fait d'accord non plus avec ce qui est dit. Il n'y a pas de problème. Viens mettre en commentaire ce que tu ressens pour avancer. Parce que c'est comme ça que ça avance et que ça change les choses. J'aimerais beaucoup lire tout ça en commentaire. Yves Alexandre, je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement? Alors, j'ai un site internet où je mets l'actualité. Bon, on est en période quand même de confinement, de restriction des contacts, donc tout ce qui est formation continue, conférence a été mis en suspens. Par contre, je profite de ce temps pour continuer mon autre activité, c'est-à-dire la rédaction de textes. Et justement, les nouveautés, entre guillemets, et aussi les textes précédents, on peut en trouver les références, les titres sur mon site internet. Donc, du moment où on tape mon nom sur internet, on tombe facilement sur le site correspondant. Maintenant, j'ai aussi pris le parti de faire des petites vidéos pour expliquer, pas forcément sous forme de texte que la personne doit lire, mais aussi sous forme de petites capsules, hein, qui permettent aux gens de savoir de quoi il en retourne. Donc, mon actualité, c'est plutôt les thèmes de changement à l'heure actuelle, puisque j'ai publié cette année ce livre sur le changement, hein, faire changer les autres sans les manipuler. Et puis, je suis en train d'avancer sur un projet qui est le changement, cette fois personnel, plutôt que le changement d'autres personnes. Et donc, c'est un travail sur la motivation et la volonté, avec l'idée clé que de même qu'on peut apprendre à apprendre, et qu'on se rend compte, hein, que les étudiants parfois manquent de méthodes d'apprentissage, on peut apprendre à se motiver et à vouloir.
Et alors, ce n'est pas un scoop, mais je vais quand même le donner ici. Souvent, quand on parle de motivation, on oppose la motivation intrinsèque à la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque étant le plaisir qu'on a à faire les tâches pour elles-mêmes, et les motivations extrinsèques étant des leviers externes. Les principaux que l'on connaît, c'est la récompense et la punition. Et dans mon livre, mais là, on s'y attend, j'ai déjà le sourire en disant, je démontre que les motivations intrinsèques ne sont pas du tout intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas travailler avec. La motivation intrinsèque, c'est le plaisir. Soit j'ai du plaisir, soit je n'en ai pas. Et on peut grappiller peut-être un petit pourcentage de plaisir en plus. Mais ce n'est pas là la vraie question. La vraie question, c'est comment je peux me motiver à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et là, pour moi, c'est l'espace de la liberté ultime. Je le donne encore à travers cette analogie. En fait, on fonctionne un petit peu à l'instar des voitures hybrides, qui, comme on le sait, ont deux motorisations, une électrique et puis une thermique, un moteur à explosion. Alors, c'est vrai que celui qui a un véhicule hybride, il va sans doute préférer voir s'enclencher le moteur électrique, parce que c'est moins polluant d'une part, et puis c'est moins coûteux aussi. Il n'y a pas besoin d'aller à la pompe pour mettre le carburant. Mais le petit problème de ce moteur, c'est qu'il est autonome. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide quand il s'enclenche ou pas. C'est ça nos envies en fait. On ne maîtrise pas nos envies, est-ce qu'on aime ou pas. Si j'aime pas les brocolis, je ne peux pas me forcer à aimer les brocolis, mais je peux me forcer à en manger. Ça, c'est le moteur thermique, c'est celui qui répond à la volonté. Je décide de faire, même s'il m'en coûte, même si je dois consentir à des sacrifices. Mais ça, c'est ma liberté de choisir. Ce que je vais faire. Et donc, ces leviers de motivation extrinsèque sont très puissants du moment où on arrive à les mettre en œuvre. Et il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle dans la psychologie cognitive et dans la neuropsychologie à ce propos. Et c'est vraiment passionnant comme thème. Ce sera sans doute au milieu de l'année 2021 que le livre correspondant va apparaître. Le titre pressenti, je le donne quand même, c'est cette fois, c'est la bonne. En parlant de changement, on est bientôt fin de l'année et j'imagine que beaucoup de personnes vont une fois de plus prendre des bonnes résolutions qui, une fois de plus, vont tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de tomber. Alors là, on a des outils pour les tenir jusqu'à terme, ces bonnes résolutions, mais en jouant avec des leviers beaucoup plus extrinsèques, donc liés aux actions et aux conséquences des actions, qu'intrinsèques, liés aux motivations et à la compréhension. On a hâte de lire ça. Merci. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, trouve ton équilibre pour agir sur tes actions, pour amener du changement petit à petit, sans trop que ce soit inconfortable, mais trouver ton juste milieu pour quand même te challenger un peu. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview aussi inspirante. Au revoir Yves-Alexandre, merci beaucoup. Au revoir, merci à toi. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.